To help you keep within the time limit, please dispense with salutation and acknowledgements. A green light will be turned on when you begin your presentation. When 5 minutes remain, the light will turn yellow, signaling that you have 5 minutes to wind up your presentation. The light will turn red, signaling the end of the time allotted to your presentation. It doesn't say what happens after the red light. Should time permit, we will have an open forum before the end of the session for your questions and remarks. Now may I call on the Honorable Adele Kent, Justice, Court of Queen's Bench of Alberta, Canada, to deliver a paper on transparency and judicial education, a case study. Thank you for introducing the panel. I think what we had sought, because we had a chance just before the session started, that given our various presentations, it made a lot of sense to do it in a sort of a cascading order where we get from general to more specific. And so we thought if we did Benoit, Lionel, Kashim, and then myself as an order. Okay. Whatever. Judge Benoit Chomord, Head of International Department, French National School of the Judiciary, the ANM, in France. He will deliver his paper on governance of a judicial training institute. What position for the institute within the judicial system? Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair, for this introduction. And I will stick to the very bad habit of most French people, which is to speak French. So if you don't mind, once again, take your headset and I wait a little bit for let you some time enough to do so. Mr. Chair, I would try to stick with 15 minutes, maybe 20, we'll let you know. But I will have a close look at the color of the light just in front of me. Alors, je vous propose de parler aujourd'hui de la gouvernance des instituts de formation judiciaire et plus spécifiquement de leur positionnement dans un système judiciaire. Comme Adele Kent l'a indiqué, dans l'ordre des présentations que nous vous proposons, nous allons aller du plus général au plus particulier. Et je vous indique d'ores et déjà que la mienne sera très générale et même relativement théorique. Alors c'est à dessein, je sais qu'on n'aime pas beaucoup la théorie dans la formation judiciaire, mais l'idée et l'objectif de ma présentation, c'est de vous proposer de réfléchir ensemble et d'essayer d'un petit peu conceptualiser des grands éléments de la gouvernance d'un institut de formation judiciaire. Alors les éléments de la gouvernance, mais pas tous les éléments de la gouvernance d'un institut de formation judiciaire. Parce que comme vous le savez, la gouvernance d'un institut revêt deux dimensions différentes. Une dimension interne, c'est-à-dire l'organisation interne de l'institut. Et à mon sens, l'organisation interne, le fonctionnement, l'efficacité de fonctionnement, l'efficacité administrative d'un institut n'a aucune spécificité ou peu de spécificité par rapport à d'autres organes administratifs comparables ou à d'autres organes de formation. En revanche, il y a la dimension gouvernance extérieure, c'est-à-dire le lien entre l'institut et l'ensemble des autres membres, des autres acteurs du système judiciaire qui, pour le coup, présentent des spécificités fortes et sur lesquelles je vais m'appesantir. Alors, cette présentation n'a pas une vocation, évidemment, à être exhaustive, elle a une vocation à être générale, comme je vous le disais. Elle part d'exemples concrets. Je ne citerai pas tous les pays, bien évidemment, dont je me suis inspiré, mais je ne me suis pas inspiré de tous les pays non plus. Donc, vous pourrez sûrement trouver des contradictions ou des différences avec votre propre modèle. Et j'espère, je vous invite au moment des questions et réponses à poser des questions, à apporter des précisions, sachant qu'après ma présentation générale, nous aurons des présentations plus précises de modèles, à la fois d'Amérique latine puis du Nigeria, qui d'une certaine manière permettront d'aller du général au particulier. Alors, pour essayer de réfléchir à la spécificité de la gouvernance d'un institut de formation judiciaire, il faut partir de la spécificité du système judiciaire. Et je m'excuse par avance pour les évidences que je vais vous indiquer. La première spécificité de la formation est que la formation judiciaire s'adresse
à des juges indépendants. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement évident. L'Institut doit respecter l'indépendance des juges qu'elle forme et donc ne pas influer sur leur indépendance. Alors ça, c'est au niveau indépendance individuelle. La gouvernance d'un institut a aussi une dimension d'indépendance collective, c'est-à-dire l'indépendance du pouvoir judiciaire, pas du juge individuel, mais du pouvoir judiciaire par rapport aux autres branches, aux autres pouvoirs de l'État, en particulier le pouvoir exécutif et législatif. Et il ne faut pas que la gouvernance, les décisions prises au sein de l'Institut soient le reflet de décisions politiques, de pression externe. Et donc en fait, il y a aussi, il faut absolument que l'Institut ait une certaine liberté dans le choix des programmes, que des décisions ne soient pas faites sur des raisons politiques. Et donc ça nécessite pour l'Institut, de façon très simple et très classique, une certaine autonomie. Alors, la deuxième particularité d'un système judiciaire, c'est que le bon fonctionnement de la justice, le bon fonctionnement du système dans son ensemble ne repose pas sur un seul acteur, comme ça serait le cas par exemple pour la police, où on est dans un système très pyramidal, il y a un ministre au-dessus de la pyramide qui est responsable de l'ensemble de la chaîne. En matière de justice, il y a des acteurs autonomes et indépendants et égaux qui sont responsables du fonctionnement de la justice, qu'il s'agisse en particulier dans les pays de civil law du ministère de la Justice, du Conseil supérieur de la magistrature, des cours suprêmes et des autres acteurs du système judiciaire. Donc l'idée, c'est qu'il est difficile pour un institut d'être attaché exclusivement à l'un de ces acteurs, sans associer les autres, à défaut, puisque la formation joue un rôle évidemment de premier plan dans l'efficacité d'un système judiciaire, et donc l'ensemble des acteurs qui sont responsables du bon fonctionnement de ce système judiciaire doivent être associés aux décisions de l'Institut. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle l'Institut doit bénéficier d'une certaine autonomie, puisque s'il y a une relation directe, une absence d'autonomie par rapport à un pouvoir, par rapport à un des acteurs, les autres acteurs ont du mal à trouver leur compte dans l'Institut. Donc ça c'est le premier point. Donc l'autonomie est la première caractéristique de la gouvernance d'un institut de formation judiciaire, c'est assez évident. La deuxième caractéristique, c'est qu'il faut associer l'ensemble des acteurs du système judiciaire à la vie de l'Institut et aux grandes décisions qui sont prises par l'Institut. Donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces deux points et je finirai mon propos dans les temps, je l'espère, en vous présentant quelques exemples un petit peu schématisés de fonctionnement d'Institut. Okay, voilà, donc là c'est l'autonomie et l'idée qu'il faut associer la gouvernance, l'ensemble des acteurs du système judiciaire à la gouvernance, aux grandes décisions fondamentales de l'Institut. Alors, premier point, c'est l'autonomie nécessaire d'un institut. Il y a plusieurs dimensions dans l'autonomie qui vous sont bien connues. La première et la plus importante, c'est l'autonomie pédagogique. L'Institut doit pouvoir décider lui-même du contenu des formations. Il ne faut pas qu'il y ait de pression extérieure, de pression indue, en particulier du pouvoir exécutif, mais d'autres pressions externes sur le contenu des programmes. Ça se traduit institutionnellement souvent par des conseils scientifiques, par la création d'un organe au sein de l'Institut composé, très ouvert, composé de membres de l'Institut, composé de personnalités extérieures qui valident les programmes. En tout cas, c'est un point fondamental, évidemment. Le deuxième point est l'autonomie financière. Alors, le mot autonomie est important puisqu'à ma connaissance, et vous me direz si j'ai tort, mais il est impossible pour un institut d'être indépendant financièrement. Puisque, sauf à faire payer l'ensemble de ses formations, sauf et à un tarif très important, il n'est pas possible pour un institut d'être à un équilibre financier total. Et donc l'ensemble des instituts, à ma connaissance en tout cas, ont besoin d'un financement externe. Et à partir du moment où il y a un financement externe, on ne peut pas parler d'indépendance totale. Donc on peut parler que d'autonomie, c'est pour ça je pense que le mot autonomie est un point qui est fondamental. Et évidemment, et là encore une fois je m'excuse d'asséner une évidence, mais il ne faut pas que le lien financier que l'Institut a avec son financeur soit l'occasion d'exercer des pressions. Alors ce qu'on constate dans les différents systèmes, c'est que le financement de l'Institut est très lié à l'organisation du système judiciaire. Dans les pays où on a un pouvoir judiciaire très fort, avec un conseil de la justice qui dispose du budget de fonctionnement de la justice. En général, c'est le pouvoir judiciaire qui finance l'Institut. Dans les pays comme la plupart des pays européens et beaucoup de pays d'Afrique, où le ministère de la Justice a un rôle fort dans la justice, en particulier d'un point de vue budgétaire, et maîtrise le budget de la justice, quel que soit le pouvoir du Conseil judiciaire, c'est le ministère de la Justice qui finance
le fonctionnement de l'Institut, et ça c'est une corrélation qu'on retrouve quasiment systématiquement. L'indépendance, et c'est le dernier point que j'aborderai sur ce point sur l'indépendance financière, c'est aussi à l'égard des bailleurs. On voit très souvent que chaque bailleur a son programme, a son agenda, et en général ne finance que les thèmes qui l'intéressent, qui sont en général très louables, mais il faut aussi que l'Institut puisse maîtriser le contenu de ces formations-là. Troisième point, c'est l'autonomie de fonctionnement. Je serai très bref. C'est juste l'idée que l'Institut doit pouvoir utiliser la somme, l'enveloppe globale qui lui est allouée comme il le souhaite. On voit dans certains pays que l'Institut se voit doté d'un budget dont le contenu est déjà détaillé. C'est-à-dire qu'il y a tant de budget pour le fonctionnement, des budgets pour tant de formations, le paiement de tant d'heures de formation pour les formateurs. Et du coup, l'Institut perd toute liberté dans le contenu finalement de ces formations. Donc il faut qu'il y ait une enveloppe globale. L'enjeu, c'est que l'Institut doit pouvoir prioriser en fait ce qu'il souhaite faire. Et la seule manière de le faire, c'est qu'il ait une liberté. Le dernier point qui est très important sur l'autonomie, c'est la manière dont la direction, le directeur de l'Institut est désigné et s'il peut être évoqué ou pas. Dans un nombre important de pays, le directeur est nommé par le ministère de la Justice. Il ne faut pas non plus que ça puisse devenir un moyen de pression. Alors, on constate assez régulièrement des changements et plusieurs pays sont en train de basculer d'une nomination par le ministère à une nomination par le pouvoir judiciaire dans les pays de civil law. Si vous prenez le cas de la France, de mon institut, le directeur est nommé par le ministre, mais le Conseil supérieur de la magistrature, pour la première fois il y a 2 ans, a décidé de valider ou non, en tout cas en l'espèce il a validé, la nomination du directeur. Le cas était exactement le même en Tunisie il y a 2 ans. Jusqu'à présent, le ministre de la Justice nommait le directeur de l'Institut, et le Conseil supérieur de la magistrature a estimé qu'il était compétent pour la nomination de l'ensemble des magistrats, que le poste de directeur de l'Institut supérieur de la magistrature de Tunisie était un poste de magistrat, et donc le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature tunisien, a décidé unilatéralement de nommer le directeur de l'Institut, et c'est une décision qui s'est entérinée sur la nomination suivante. Donc on constate en général un basculement des nominations du pouvoir exécutif vers le pouvoir judiciaire. Alors ça, c'était le premier point relatif à l'autonomie. Le deuxième point concerne l'association, la manière dont l'Institut doit associer différents acteurs de la justice dans sa gouvernance. De manière générale, l'Institut doit absolument éviter d'être isolé. S'il veut que son action porte, s'il veut que son action soit adaptée, il faut que les acteurs principaux du système puissent, encore une fois, y trouver leur compte. Et pour y trouver leur compte, la seule manière, c'est de prendre part aux décisions d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est le cas pour l'ensemble des acteurs. Donc, en premier lieu, vous avez tout en haut les juges. Alors, les juges, qu'est-ce qu'on entend ? L'idée, c'est qu'il faut que les magistrats de première instance, les magistrats qui sont quotidiennement formés par l'Institut, puissent faire un retour pour faire part de leurs besoins. C'est une évidence. À défaut, s'ils ne sont pas associés de cette manière-là, ils vont cesser de venir aux formations et l'Institut ne pourra pas fonctionner correctement. Les juges, ça implique aussi au niveau des présidents de juridiction, qui aussi ont une bonne connaissance des besoins de leurs juges et doivent pouvoir également exprimer leurs attentes de la part de l'Institut. Et on constate en fait que dans la quasi-exclusivité, en tout cas tous les modèles de conseil d'administration, donc organes décisionnels de la plupart des instituts de formation judiciaire, on retrouve une représentation de ces 2 niveaux. Les juges en général par l'intermédiaire des associations ou des syndicats de magistrats. Les présidents de juridiction en général ont des représentants aux différents échelons dans les conseils d'administration, dans les organes dirigeants de l'Institut. Deuxième acteur à impliquer, c'est le ministère, en particulier lorsqu'il finance. Évidemment, si le ministère n'a pas son mot à dire, il risque d'y avoir des désaccords qui peuvent se traduire sur le plan financier. C'est quelque chose qui évidemment n'est pas souhaitable, puisque ça risque d'annihiler toute l'action de l'Institut. Le troisième point, évidemment, c'est l'aspect Conseil supérieur de la magistrature, Conseil de justice et Cour suprême, qui souvent ont à peu près les mêmes membres. Alors, c'est un acteur qui est responsable du système judiciaire qui doit être associé, mais c'est aussi un acteur, il ne faut pas le sous-estimer, qui a un levier de pression qui est considérable, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, et que la quasi-totalité à ma connaissance, en tout cas dans les pays de civil law, c'est cet acteur qui va nommer les magistrats après leur formation initiale. Et si l'on constate, et c'est déjà arrivé dans un pays avec lequel nous avons beaucoup travaillé, si un jour le Conseil supérieur de la magistrature ou la Cour suprême décide de ne pas nommer les magistrats à la fin de leur formation, c'en est fini de l'Institut, puisqu'il aura formé des gens pendant 1 an, 2 ans.
sans qu'il y ait de nomination effective, et donc il n'y aura plus aucune crédibilité. Plus personne ne va se présenter pour passer le concours, plus personne n'acceptera d'être formé, et en fait, c'en est fini de l'Institut. Et l'Institut que j'ai en tête, et dont évidemment je tairai le nom du pays, mais on a beaucoup travaillé avec cet Institut 10 ans après cet événement, le fait que la Cour suprême ait refusé de nommer les magistrats à l'issue de leur formation, et 10 ans après, l'Institut ne s'en était pas remis et n'arrivait toujours pas à remonter la pente. Donc c'est un acteur qu'il ne faut pas négliger, c'est un petit peu l'arme atomique, d'une certaine manière, dans la gouvernance, pour la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est un acteur qui évidemment doit être associé de près. Alors, du coup, je vais en venir maintenant, comment associer ces acteurs. Je vais vous présenter 4 grands modèles que l'on retrouve et qui, encore une fois, sont complètement imparfaits. Alors, ces modèles sont volontairement caricaturés, c'est-à-dire qu'ils ont été simplifiés pour faciliter les explications. Ce qu'il faut voir aussi, avant de rentrer dans le détail du premier modèle que vous avez sous les yeux, c'est qu'on voit dans les pays régulièrement plusieurs modèles coexister. Et j'ai eu le plaisir d'être il y a quelques jours à Taïwan, où on voyait qu'il y avait la coexistence de ce modèle-là et du modèle suivant dans un même pays, pour la formation initiale et pour la formation continue. Mais l'idée, c'est juste de pouvoir un petit peu conceptualiser, théoriser les différents grands modèles. Alors le premier modèle que vous avez sous les yeux, on pourrait l'appeler d'une certaine manière, mais toute la formulation n'est pas du tout, est tout à fait discutable, le modèle du pouvoir judiciaire. C'est un modèle qu'on trouve en particulier en Roumanie et au Panama. Et c'est un modèle dans lequel il y a un lien direct et quotidien entre le pouvoir judiciaire, représenté par le Conseil de justice ou par la Cour suprême, et l'Institut. Donc l'ensemble des décisions de l'Institut sont validées à un moment ou à un autre par la Cour suprême et directement. Alors, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir un conseil d'administration à un moment ou à un autre, c'est le cas en Roumanie, qui a ce lien très direct, une validation d'un nombre très important de la majorité même des décisions par le pouvoir judiciaire, mais qui a quand même un conseil d'administration avec une composition élargie. Alors c'est un modèle qui fonctionne bien, mais uniquement sous cette forme-là, lorsque le pouvoir judiciaire est quasiment l'unique responsable du bon fonctionnement de la justice, et en particulier détient le budget et alloue le budget à l'Institut. Si c'est un autre acteur, et je pense en particulier au ministère de la Justice qui alloue le budget, c'est un modèle qui ne sera pas satisfaisant, puisque le ministère, à un moment ou à un autre, pareil, ne trouvera pas son compte et pourra le faire savoir en intervenant sur le plan financier. Alors, le deuxième modèle, c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle ministère de la Justice. Et donc ça, c'est vraiment à l'opposé du spectre entre les différents modèles. Et c'est un modèle qu'on trouve en particulier en Autriche, en Finlande ou au Sénégal. J'ai le plaisir de parler sous le contrôle d'Amadiba, qui était le créateur de l'Institut du Sénégal et qui pourra intervenir pour préciser les éléments ultérieurement, bien sûr. Alors, c'est un modèle où l'Institut ou l'institution est une direction ou une section du ministère, et donc placé dans la hiérarchie directe, sous la hiérarchie directe du ministre de la Justice. Alors, c'est un modèle qui fonctionne, on le voit dans ces pays-là, qui permet en pratique, on voit dans la plupart du temps qu'il n'y a pas d'immixtion directe de l'exécutif dans le contenu des formations. Mais la difficulté de ce modèle, je serais très intéressé d'en discuter avec vous, c'est comment associer les autres acteurs de la formation, du système judiciaire, aux grandes décisions de la formation, et en particulier le pouvoir judiciaire, la Cour suprême. C'est-à-dire que si vous avez un institut qui est une direction qui est intégrée dans la hiérarchie et qui est sous l'autorité directe du ministre, vous allez demander finalement un avis purement consultatif à la Cour suprême, au pouvoir et aux autorités judiciaires les plus hautes de l'État. Et ça, c'est quelque chose que vous arriverez à les faire venir une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, c'est assez difficile de convaincre le président de la Cour suprême de s'investir, de jouer un rôle actif dans un institut, si finalement, à la fin, c'est pas lui, il n'a pas un rôle actif dans la décision, et que le ministre peut dire noir quand il a dit blanc. Voilà, donc c'est quelque chose qui demande un rééquilibrage, qui peut se faire évidemment, mais qui est assez difficile à faire fonctionner quand il se présente vraiment sous cette forme-là. Alors, le troisième modèle que je voudrais vous présenter, c'est un modèle mixte, qui est un petit peu entre les deux. La plupart de nos écoles sont entre les deux modèles que je vous ai présentés. C'est un modèle qu'on trouve notamment, c'est le modèle de l'école de la magistrature française, mais c'est aussi le modèle qu'on trouve en Côte d'Ivoire ou au Maroc, par exemple, où on a un rôle important du ministère qui finance,
et on a un conseil d'administration qui prend toutes les décisions importantes de l'établissement et qui réunit l'ensemble des acteurs du système judiciaire. Alors si vous prenez le cas de l'École nationale de la magistrature française, mais c'est exactement c'est quasiment la même composition en Côte d'Ivoire ou au Maroc, vous avez dans le conseil d'administration est présidé par le président de la Cour de cassation, de la Cour suprême. Le ministère est présent, les associations de magistrats sont présents, des représentants des chefs de juridiction participent également, l'ensemble des représentants des personnes formées aussi assistent, donc l'ensemble des acteurs sont représentés et les décisions se font de façon relativement consensuelle. Donc c'est cet organe-là en fait qui gère vraiment les grandes décisions de l'école. Voilà. Alors de temps en temps, vous voyez il y a un cercle supplémentaire concernant un comité scientifique qu'on voit très régulièrement, que j'ai un petit peu évoqué. On voit très souvent dans ce type de schéma un comité scientifique complètement autonome. Si vous prenez le modèle de l'ENN, c'est des membres de l'école élus, la direction de l'école et après de hautes personnalités extérieures, comme des avocats très connus ou des personnes ayant une grande réflexion, qui viennent examiner les programmes et donner leur avis. Donc c'est d'une certaine manière une manière d'assurer l'indépendance et la neutralité des programmes avant qu'ils soient eux-mêmes soumis au conseil d'administration. Alors comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est un modèle qu'on trouve très fréquemment mais qui a tendance à évoluer. On constate depuis quelques années que ce modèle-là laisse une part de plus en plus importante à la Cour suprême, au pouvoir judiciaire, dans les équilibres des pouvoirs qui s'instituent dans le fonctionnement de ce type d'institut. Et je vous parlais de l'exemple de la nomination des directeurs en France et en Tunisie. Voilà, on constate que de manière générale, dans ce modèle-là, on penche de plus en plus vers un renforcement des pouvoirs des conseils supérieurs de la magistrature ou de la Cour suprême dans le fonctionnement quotidien de l'Institut. Alors, le dernier modèle que je voudrais vous présenter, c'est le modèle de l'Académie judiciaire qu'on retrouve dans un grand nombre de pays. Alors, autant on pouvait situer facilement les trois modèles précédents sur une ligne d'une certaine manière, avec d'un côté le modèle ministère, d'un autre côté le modèle pouvoir judiciaire, et au milieu des modèles mixtes sur une échelle qu'on pouvait faire bouger. Là, l'idée, c'est que dans la plupart de nos institutions, c'est le cas dans la grande majorité des institutions en Europe, c'est le cas par exemple dans des pays comme la Tunisie, le Maroc ou la Côte d'Ivoire, l'Institut est en charge de la formation des juges, mais aussi de l'ensemble des autres professions judiciaires. Et donc en particulier des procureurs, des greffiers, parfois des huissiers, des notaires, parfois même des avocats. C'est le cas au Maroc ou au Laos. Et donc en fait, le mandat de l'Institut est beaucoup plus large que ça. Alors, la question que ça pose, en fait, ça pose des difficultés en termes de gouvernance, puisque tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent était pensé pour garantir l'indépendance des juges. Et donc ça doit laisser une place importante au pouvoir judiciaire selon les différents schémas que j'ai évoqués. Mais ces enjeux-là ne sont pas valables pour les greffiers, par exemple, dont on n'a pas à garantir l'indépendance, il n'y a pas les mêmes enjeux, ils ne sont pas valables pour d'autres professions judiciaires. Donc la question qui se pose en pratique, c'est quand vous avez une académie qui forme des juges et d'autres professions, comment vous organisez la gouvernance? Est-ce que vous faites une gouvernance comme on le fait pour les juges, mais ce qui veut dire laisser une place très importante au pouvoir judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature, dans la formation des greffiers, des procureurs, des huissiers. Et donc ce n'est pas forcément une place qui est tout à fait due au vu du fonctionnement du système judiciaire. Ou est-ce que vous coupez la gouvernance en deux en faisant une gouvernance distincte pour les juges et une gouvernance pour l'ensemble des autres professions? Donc il y a un choix à faire. Dans la quasi-exclusivité des cas que je connaisse, c'est le choix d'une gouvernance unique, plutôt fondée sur le modèle de ce qu'on fait pour les juges. Le contre-exemple pourrait être l'Institut national de formation judiciaire de Côte d'Ivoire, qui a choisi une structure avec une structure pour l'ensemble, un institut global qui chapeaute différentes branches qui ont leur gouvernance propre. Mais de manière générale, ce qu'on constate, c'est que sur les modèles des académies, quand il y a une réforme judiciaire importante, la question toujours de la séparation de la branche juge se pose, et ça a été le cas par exemple en Tunisie ou au Maroc récemment. Donc ça n'aboutit pas toujours à une séparation, mais dès qu'on examine la gouvernance sur les modèles d'académie, la question de la séparation se pose. Voilà, donc je vois que je suis en orange. À titre de conclusion, voilà, il apparaît que les modèles sont particulièrement variés, qu'il n'y a pas de standard unique,
Et c'est aussi pour ça, on a eu des discussions ce matin pour conclure là-dessus, dans les ateliers concernant les principes, que compte tenu de la différence, les différences de modèles, les différents enjeux, il est très difficile de standardiser ou de mettre dans une phrase ou deux comment un institut de formation judiciaire peut être gouverné. Je vous remercie pour votre attention. Very much, Judge Chamorro, for the clear review of the different models of the interrelationship between the branches, the different branches, the stakeholders, and the judicial academies all around the world. The next presentation will be delivered by Mr. Leonel Gonzalez, Director of the Training Department, Justice Studies Center of the Americas, Chile. And the title of the lecture is a study on the practices of the judicial colleges in Latin America. Good afternoon to all of you. I hope you have had a nice lunch. I'm going to present in Spanish, so I invite you to use your headphones and to connect to channel number 2 to listen in English or French. Muy bien. En mi caso voy a presentar la situación de las escuelas judiciales de América Latina a partir de un estudio que hicimos durante el año 2016 desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en conjunto con Jeremy Cooper, a partir de la identificación de las buenas prácticas y las prácticas prometedoras que se encuentran en desarrollo en nuestra región. El CEJA es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, es un organismo internacional que integra la Organización de Estados Americanos y que tiene su sede en Santiago de Chile, pero que trabaja con los 20 países de América Latina, incluido el Caribe, y desde 1999 tenemos la misión de acompañar a los Estados miembros de la OEA en sus procesos de reforma judicial. En el año 2016, producto de un diagnóstico, nos encontramos con la siguiente situación en nuestra región. La primera escuela judicial fue creada en 1981 en Costa Rica. Posteriormente, en el 2001, fue creada la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Y nos encontramos con que luego de prácticamente 35 años de experiencia en capacitación judicial, no teníamos información reunida conjuntamente para poder extraer un diagnóstico y poder compartir la situación de las escuelas judiciales. Por ello, a partir de ese diagnóstico y tomando en consideración la experiencia de un estudio que había sido conducido en el 2014 por la Red Europea de Capacitación Judicial, conducimos un estudio que tomó esa experiencia y que se aplicó en toda América Latina. Los principales ejes de ese estudio son los siguientes. El principal objetivo fue identificar prácticas de formación judicial en dos niveles. Buenas prácticas, es decir, aquellas que habían demostrado cierto grado de eficiencia y que podían ser replicadas, y por otro lado, prácticas prometedoras que habían demostrado cierto nivel preliminar de eficiencia. A partir de esta definición metodológica reactiva, es decir, no fue una evaluación, sino simplemente invitar a las escuelas judiciales a que nos compartan sus prácticas, hicimos una invitación a las 20 escuelas que integran la América Latina continental, sumado Puerto Rico y República Dominicana del sector del Caribe. Dividimos en 5 ejes el estudio
que son identificación de necesidades de capacitación, diseño de los programas, metodología, evaluación y uso de enlaces internacionales de capacitación. Esos 5 ejes conformaron el relevamiento de las prácticas en nuestra región y finalmente de los 20 países que fueron invitados recibimos respuesta de 15, es decir, de un 75% de la región latinoamericana y en concreto recibimos 104 prácticas que luego de un proceso de depuración y de identificación de nuestro equipo pudimos arribar a 46 prácticas vinculadas a esos 5 ejes. Y ahora les propongo presentar las principales prácticas divididas por cada uno de estos ejes. ¿Cuáles fueron los principales resultados? En relación a la identificación de necesidades de capacitación, nos encontramos con un método muy básico, muy rudimentario, que era el envío de cuestionarios o encuestas a los jueces o fiscales para que ellos envíen cuáles eran las principales problemáticas que enfrentaban y que debían ser asumidas en espacios de capacitación. En este primer punto, el principal hallazgo fue un modelo de identificación de demanda y no de necesidades, es decir, demandas personales de los jueces o demandas personales de los funcionarios de un determinado juzgado que no se vinculaban necesariamente con problemas que estaban ocurriendo en su funcionamiento cotidiano. De allí que decimos que el principal hallazgo fue que nos encontrábamos con un método tradicional de identificación de necesidades. Ahora bien, sin perjuicio de esto, nos encontramos al mismo tiempo con algunas buenas prácticas, como el caso de Chile, que tomó hace muchos años atrás la experiencia del National Judicial Institute de Canadá y desarrolló un proceso de identificación de necesidades en 3 etapas. En primer lugar, a partir de visitas en terreno a los diferentes juzgados, luego contrastando esa información con otros actores dentro de ese contexto, y luego de identificar el contexto, había una definición sobre qué tipo de programa se podía entregar. Por eso decimos que este modelo de Chile es una buena práctica que podría ser replicada porque no se está basando simplemente en lo que reportan los jueces, sino que tiene un rol activo en la identificación de los problemas reales que aquejan al funcionamiento de los juzgados. De allí que el desafío principal en relación a este eje está vinculado a la diversificación de los métodos para identificar aquellos puntos que deben ser asumidos en programas de formación. Por ejemplo, a través de la utilización del propio programa como una instancia para poder identificar cuáles son los principales problemas o deudas pendientes que se tiene en relación a los jueces. En segundo lugar, el segundo eje está relacionado con el diseño de los programas de capacitación. Sobre este punto nos encontramos con el siguiente hallazgo, que hoy discutíamos en la mañana a propósito de la presentación de los estándares internacionales. Un modelo en donde principalmente el diseño se hace cuando hay un profesor que está visitando una escuela o un profesor que tiene determinada disponibilidad de tiempo y que es convocado y posteriormente es definido la temática que va a abordar,
o por otro lado, una fuerte influencia de las agencias de cooperación internacional, que son las que establecen el tipo de temática y el tipo de diseño de los programas. Es el caso de México, que por aquí se encuentran algunos colegas de la Ciudad de México, en donde ese país fundamentalmente, al recibir mucha cooperación internacional, tiene una tensión permanente sobre el rol que cumplen las agencias de cooperación en la definición de las temáticas que serán abordadas en los programas de capacitación. De allí que algunas buenas prácticas son las que encontramos en Centroamérica, en concreto en Honduras y en Nicaragua. En Honduras, con un programa multidisciplinario a partir de una violencia muy extendida, de violencia sexual contra las mujeres, y en el caso de Nicaragua con el denominado método cascada, en donde a partir de un nuevo proceso civil que se ha implementado en este año, lo que se hacía era ir replicando los contenidos y propios jueces eran los que al mismo tiempo replicaban los contenidos entre el resto de sus colegas. De allí que el principal desafío que nosotros identificamos en el caso del diseño de los programas es lograr avanzar hacia lo que se denomina un diseño hacia atrás, es decir, partir identificando el resultado que se quiere obtener y luego poder identificar los profesores, por ejemplo, las metodologías o incluso las fuentes de financiamiento que podrían hacerse cargo de ese tipo de necesidad. En tercer lugar, nos encontramos con el eje de la metodología de capacitación judicial. Sobre este punto, el principal hallazgo fue en dos niveles. El primer nivel vinculado a la priorización de las clases magistrales, de las lecturas magistrales en donde un docente simplemente comunica cierto conocimiento. Es lo que Paulo Freire, un pedagogo brasilero, llamaba como la concepción bancaria de la educación. Es decir, un docente que entrega conocimiento y lo deposita en los alumnos, pero no hay una interacción entre el profesor y los participantes. Y al mismo tiempo nos encontramos con una metodología que es la del curso virtual, como la única metodología diferente a la clase presencial y un curso virtual entendido también en lo que denominamos el método unidireccional, es decir, simplemente transmitir información y no considerar la experiencia y el conocimiento que cada participante tiene para aportar. Sin perjuicio de este diagnóstico, nos encontramos con algunas buenas prácticas, como es el caso de Chile, que implementó unas cápsulas informativas, unos videos informativos que se difunden en las redes sociales, en donde se trabajan en tiempos muy breves, en 5 a 10 minutos, ciertas áreas que son muy problemáticas en algunas regiones del país y son videos que se circulan con el resto de los jueces de todo el país. En el caso de Puerto Rico, con un modelo de cursos virtuales en donde hay una interacción permanente entre el profesor y los participantes, o incluso en el caso de México, con un programa muy fuerte de formación de formadores en donde son los propios jueces quienes asumen su propia capacitación. Sobre este punto de la metodología, que fue quizás el eje central de este estudio, de hecho fue sobre el eje que más prácticas hemos recibido, creemos que el principal desafío es comenzar a integrar la experiencia de los participantes, la experiencia de los jueces en el proceso de formación. Seguramente Justice Kent, a partir de la experiencia de Canadá, va a presentar cómo el participante tiene mucha información para aportar y cómo la experiencia de los jueces es parte del proceso de aprendizaje. De allí que esta denominación del aprendizaje experiencial
que diseminó hace mucho tiempo atrás David Kolb, es una idea que lentamente comienza a penetrar en América Latina. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la metodología, creemos que hay una idea muy fuerte, que es la que Donald Finkel denomina como dar clase con la boca cerrada, que es una ironía, por supuesto, no significa que no abramos la boca para dar clase, pero sí es una ironía para dar a entender que los participantes, los jueces, tienen un rol protagónico en la capacitación y que hay que avanzar hacia un modelo mucho más horizontal de capacitación e ir abandonando lentamente ese modelo unidireccional. El cuarto punto de este estudio estuvo vinculado a la evaluación de los programas, cómo se evalúan los programas de capacitación. En términos generales, nos encontramos con un nivel reactivo, es lo que Kirkpatrick, en el famoso modelo de Kirkpatrick, denomina el modelo de la reacción, las hojas felices que se circulan al término de un programa y que los participantes solamente evalúan si el café estaba caliente, si el salón era agradable, si la temperatura era la indicada. Y esto es en términos generales con lo que nos encontramos en América Latina, sin perjuicio de que hay dos países, Colombia y Ecuador, que están avanzando lentamente hacia el segundo nivel de Kirkpatrick, que es el modelo del comportamiento o la dimensión del comportamiento, cómo esa información que se adquiere en el programa es luego trasladada al ámbito laboral. Sobre esto, Ecuador y Colombia han implementado unas plataformas virtuales muy interesantes en donde los jueces tienen permanente contacto con la escuela judicial y la escuela judicial da seguimiento al conocimiento y al contenido que se trabajó en los programas de formación y allí están permanentemente dialogando sobre el nivel de retención de la información. Por eso decimos que algunos países como Colombia y Ecuador están avanzando hacia la segunda instancia de la evaluación. ¿Cuál es el desafío? Principalmente avanzar hacia el tercer y cuarto nivel, es decir, analizar cómo ese comportamiento es llevado a la práctica cotidiana y cómo evaluamos el impacto de esa capacitación. En nuestros países, en América Latina, y permítanme generalizar, naturalmente estoy generalizando, siempre hay excepciones, tenemos una situación en donde entregamos un programa de formación y luego las escuelas se desvinculan completamente de ese programa. De hecho, me ha tocado trabajar con muchos países en donde se entrega el programa y una vez terminado ese curso, los docentes o los directores de las escuelas se preguntan, bueno, ¿cómo evaluamos? Y la verdad es que esa pregunta, el qué evaluar, es una pregunta inicial en ese proceso de diseño de la capacitación. De allí que creamos que en relación a la evaluación de los programas tenemos todavía por delante nuestro trabajar hacia el tercer y cuarto nivel que tiene que ver con el análisis del comportamiento y del impacto. En quinto lugar, el quinto eje que hemos analizado en el estudio se vincula a la utilización de los enlaces internacionales de capacitación judicial. Es decir, cómo las escuelas judiciales se comienzan a vincular entre sí, más aún en una región que tiene una complejidad muy similar a nivel subregional. Podríamos encontrar en Sudamérica cierta conflictividad similar, en Centroamérica una conflictividad mucho mayor y vinculada al narcotráfico, por ejemplo. Es decir, subregiones que tienen conflictos muy similares y que exigen, por supuesto, desde el Ministerio Público, desde los fiscales, una mirada mucho más común de esa conflictividad. En general nos encontramos con una ausencia de comunicación
entre las escuelas judiciales. De hecho, muchos directores entre sí no se conocen, vecinos, países vecinos que no se comunican y que en definitiva quizás están trabajando en mismas áreas, en mismas problemáticas, pero que en definitiva no aunan esfuerzo. Salvo esta situación general, tenemos algunas excepciones. El caso de Honduras y Nicaragua, que son países de Centroamérica, que son países vecinos, que han comenzado a trabajar en programas de formación conjuntos en materia de violencia doméstica, porque naturalmente es en materia penal el delito que se comete con mayor intensidad y a partir de ello hay ciertos programas conjuntos. O el caso de Chile, que ha comenzado a generar ciertas pasantías e intercambios de conocimiento con otras escuelas de la región. ¿Cuál es el desafío en relación a este punto? Comenzar a construir puntos de encuentro, comenzar a reunirnos más seguido entre las escuelas judiciales. De hecho, en el mes de agosto nosotros hicimos en la ciudad de Buenos Aires el primer seminario latinoamericano de capacitación judicial que reunió a 18 países de la región latinoamericana y también a ciertas escuelas judiciales estatales de los 3 países federales de la región, como son Brasil, Argentina y México, y comenzamos a construir una agenda común para poder reunirnos periódicamente, u ojalá periódicamente, y compartir la situación en la que se encuentran las escuelas de América Latina. Bien, ¿cuál es el futuro? Y permítanme colocar esta pregunta que es muy ambiciosa, naturalmente. ¿Cuál es la hoja de ruta de la capacitación y que en gran medida ha surgido conjuntamente en ese seminario internacional que hicimos en Buenos Aires? Porque naturalmente nosotros como institución somos facilitadores, pero no somos quienes vamos a establecer ni mucho menos una hoja de ruta, sino que hemos dispuesto ese espacio para que las propias escuelas judiciales y las instituciones responsables de la capacitación sean las que consensúen una agenda común. En esa agenda común encontramos entre 4 y 5 ejes. En primer lugar, la transferencia de esas buenas y prometedoras prácticas. Creemos que muchas de esas 46 prácticas que hemos relevado tienen potencial de ser replicadas. Fundamentalmente, y este fue un criterio que hemos escogido nosotros, porque tienen un bajo costo. Son prácticas relativamente económicas, accesibles, que pueden ser implementadas y replicadas por otros países. En segundo lugar, avanzar hacia programas que incentiven la participación de los jueces. En esto, tanto desde lo metodológico como en el diseño de los programas, creemos que los propios jueces, es decir, los protagonistas de los programas de formación, tienen un rol preponderante al momento de diseñar la capacitación. En tercer lugar, hay un mito muy famoso en nuestra región que seguramente se habrá dado en sus países y se siga discutiendo, y es si el presupuesto es un factor central o un obstáculo para poder avanzar en muchos de estos debates. ¿Por qué decimos que es un mito? Porque por un lado es cierto de que es necesario tener recursos económicos para realizar los programas de capacitación, pero al mismo tiempo no es el principal obstáculo para avanzar. Hay otros factores que inciden, como los factores temporales, la decisión política, la voluntad de los propios jueces a participar, el incentivo a generar espacios. Hoy en la mañana, cuando hablábamos de los principios, uno de los principios centrales es que la capacitación se desarrolle como parte del trabajo regular de los jueces. Es decir, que hay un conjunto de factores, además del presupuestario, que inciden para que la capacitación pueda ser implementada. Por eso creemos que
ese mito debe ser discutido con mucha intensidad porque hemos visto a partir de algunos casos en Canadá y en Estados Unidos, en el caso de la Corte Suprema de Ohio, que hay ciertos métodos que pueden ser aplicados para que la capacitación sea realizada a bajo costo. En cuarto lugar, y en honor al poco tiempo que tengo, creemos que es necesario avanzar en una visión conjunta de estas 5 áreas que hemos mencionado y poder pensar la capacitación de forma integrada. Y en quinto lugar, y esto surgió fundamentalmente de las propias escuelas latinoamericanas con quienes nos reunimos en agosto en Buenos Aires, creemos que es necesario avanzar hacia un modelo de estándares compartidos en donde tengamos ciertos lineamientos para poder trabajar conjuntamente en materia de capacitación judicial. Muy bien, estos son a grandes rasgos las conclusiones y de algún modo la situación en la que nos encontramos en América Latina y que por supuesto podremos ampliar en las preguntas o en el transcurso de la semana. Muchas gracias, thank you very much, y que tengan muy buenas tardes. Director Gonzalez, for this well-informed survey of the challenges, history, and progress of judicial training in Latin America. The next presenter will be the Honorable Justice Kashim Zanak, Chief Judge of the High Court of Justice in Nigeria. Thank you very much. It usually happens when I follow Mary McQueen, but today? Yes, from the theoretical and general to the specific and practical. Mine is a spotlight on one of the training institutions and to bring home our discussions. It is the National Judicial Institute of Nigeria, and the objective, hopefully, will see the reflection of statutory framework on JTI independence, impact of overall financial independence of the judiciary on the independence of an embedded JTI, JTI independence within the judiciary, and, well, for want of a better word, academic or independence of judges, individual judges, and also the JTIs. The National Judicial Institute was set up by an act of Parliament, of the National Assembly, I would say, in 1991. It was then under military, but all those decrees are now acts of the National Assembly. And the objectives and functions of the Institute are improve knowledge and performance of all judicial officers and supporting staff, organize, conduct, facilitate lectures, workshops, etc., publications for the above purposes, and incidentally for general contribution to knowledge. So it's a wider scope than just judicial training even. And then a library by Section 4 specifically established to promote all the above functions and goals, and again specifically to hold biennial annual judges conferences for the 2 tiers of courts, the superior courts and the inferior courts in Nigeria. Funding. Section 8 provides for how the NJI may get its funds, and these are primarily payments made by federal and state governments. Nigeria is a federation comprising of 36 states and a federal structure with its own courts, very large one. So the federal government contributes and the state governments contribute by the provision of the NJI Act. And then another source is fees charged by the Institute for services rendered. It also is empowered by the statute to accept gifts, grants, etc. from local donors and international bodies and organizations.
So these are the... Am I getting closer? Okay. So the budgeting process, practically, it's the federal government that contributes. And the way it plays out is the Institute presents its budget through the National Judicial Council. And the council fits these into its own estimates envelope. And that is, the resources available are distributed by the executive to all the branches of government, or an envelope, as it is called, is determined, and then is within this judiciary's envelope that the council, the institute gets its own budget, defends it at the council, and then the council, in turn, its own budget and that of other courts and the institute is defended by the council before the legislative chambers. The chambers, National Assembly, comprising of Senate and House of Representatives, have powers to vary, increase or reduce what is presented to them. We've had occasions where they have increased, and we've had occasions where they have decreased across the board. And there's a lot of autonomy in the sense of how it is distributed within the judiciary, the council, the institute being considered as part of the judiciary's budget. The sums approved are released, used to be released quarterly, now it's changed to, it's not annually, it's quarterly and monthly, forgive me for that. Released quarterly, but now monthly. But one thing that has played out is once it is approved, then nothing else happens but they get their funds completely. In fact, the exception would be a variation and getting more, but it's never that of less. Even where the executive have had to do with less, the judiciary and the institute always get the whole of their approved budgetary sums released, and sometimes more. The structure of the institute is, at the apex, is the Board of Governors, comprising of and chaired by the Chief Justice of the Federation, Chief Justice of Nigeria, and Chief Judges of the states, and that's where I come in as a member of the Board of Governors. The only dilution, if you may call it, is the Attorney General alone from the executive or from the ministry sits on the board. Hardly does he attend because he's swamped by judges, and high as he is, he's not very comfortable in the midst of all these judges. So it's like the judiciary has complete say in the running of the institute. Now, the administration, headed by an administrator appointed by the Board of Governors without any input whatsoever from the Ministry of Justice or from any other quarter. And there is a secretary who is like the day-to-day administrator of the institute. The administrator is usually and has almost invariably been, since the founding of the institute, apart from the early stages, a retired judge and a retired chief judge takes the administration, and the secretary, a professional staff, usually a lawyer, is appointed to head the secretariat and administer, reporting to the administrator. There are two directorates, the Directorate of Studies, Directorate of Research, both of them headed by directors with their own staff under them. The library, a distinct department as provided by the Act. And then the board is empowered by the Act to appoint other staff and create other departments for the smooth running of the institute as time, circumstance, and developments dictate. This is the structure under which the institute is run. Courses are designed and approved by the Board of Governors.
it has the final say. The directorates don't have the final say. So, again, infrastructure, since that is the theme of our discussion, consists of the administrative and secretariat block, theater, auditorium, the library building, seminar buildings comprising of halls, seminar halls, larger, and then breakout rooms, a banquet hall, 4 hostels, hostel blocks with 36 fully furnished rooms each, 4 guest chalet, blocks of 12 fully furnished suites, motel with banking hall and cafeteria, 9-hole golf course planned, this one yet to be completed. I'm sure that one is exciting, isn't it? Great. So I hope to see some of you there, but wait until we finish the golf course. We have a clinic, fire station, fuel dump, and staff quarters. Perhaps I should explain that the system of training judges in Nigeria is different from the Moroccan or the other examples, whereby judges are trained by the institute as judges. We have the other model whereby lawyers are practicing already or working and they just come in and start on the go. So what the institute does is induction course, maybe 1-2 weeks maximum, and then they are allowed to go and hit the ground running. And then 5-year refresher courses, 10-year courses, and then specific courses, for example, election law and training for election, handling election petitions, refugee law, whatever, information technology, whatever that is a felt need in the judiciary is offered by the institute. For the purpose, they have, the board employs all sorts of staff, depending on their skill sets and what is thought to be needed by the institute for the training of judges. So, to drive it home, bring it home for you to see, admin and secretariat, this is the block. Admin block that is housing the Board of Governors room or the boardroom is the one you see in the picture here. This is the boardroom right inside. The apex where most of the decisions or all of the key decisions of the institute, of running the institute are taken or approved as proposed. Theater and auditorium, yes, a large auditorium theater setting for large lectures like the All Nigeria Judges Conference that I've talked about take place here. It seats 1,000. This is inside the auditorium, the 1,000-seater auditorium on theater. This is the Directorate of Studies and Research. On the other side is actually the auditorium. The other side is where the directorates are. The left side is where the 2 directorates are hosted. Have their offices and staff, some also in the Secretariat building. This is the library, named after a retired Justice of the Supreme Court, Chief Justice of Nigeria, Idris Legbo Kutigi. These are the seminar blocks that have the seminar halls and the breakout rooms. This is the banquet hall. Well, we judges can dance also and have some fun, especially after rigorous training. So this is the banquet hall. This is the banquet hall reception for dignitaries and others before moving in to kick off the banquet. And once inside, this is what you find. It's just a partial view, actually, of the hall. It has a stage on the other side whereby live performances could be staged. It's quite big. These are the hostel blocks I've highlighted, I've talked about earlier. This is the guest chalet. The difference is that the guest chalet is for resource persons, and presumably by the time you come, before you go and play the golf, that is where we'll put you there. And then thereafter you can go for the golf, and then the next day we tap your brains. This is the motel. It's yet to be completed and furnished too, where you'll have an ATM, banking hall,
And as I earlier referred to, this is the clinic, fully functional, with a doctor in charge. It can handle almost all the emergencies that we envisage that will take place during the lectures, and indeed on the golf course too. The fuel dump, yes, we don't want any fuel shortages affecting our programs, so we do have a reserve here that can dispense fuel, not just for those in training, but on their way out. Nigeria is a very vast country, and they can rest assured that they can find their way back home and have sufficient fuel. Of course, where you have fuel, you better prepare. And so we have the fire station there, and then fire station also needs water, and we also need water. There is a water works also nearby, all on the premises. Then, of course, the staff need to decompress, and they have a clubhouse there. And I assure you, we have had incidences. I sit on the Appointments and Disciplinary Committee of the board of the Institute, and yes, it has once in a while, the staff clubhouse has featured in some of our proceedings, human, but nothing very serious. Of course, the clubhouse and the tennis court is part of the facilities for the staff. There's a shop, grocery, and a few handy things that you do not have to go into town for are also available there. The only picture, oh yes, sure. Nigeria is a very religious society, and so still no distraction. The church is there for services, and also the masjid. The only photo I've not been able to bring is the photo of the staff quarters. We have quarters for many of the staff, not all of them, but many of the staff are housed inside the institute. So the vagaries of traffic and so on do not affect the institute. So I brought down home infrastructure, as you saw in your program. Yes, issues. Now back a little bit to the theoretical, to bring them home too. Now, the Board of Governors composed almost entirely of serving top hierarchy of the judiciary. Yeah, that may pose an issue. Top hierarchy of the judiciary means probably from the age 60 and above. So do you have such a board, and does it allow for innovation or the entry of new ideas and new methods? That's one issue. Not yet a big issue, but probably may be faced in future. And the curricula is as set or approved by the board. The same board, like I said, top hierarchy of the judiciary, Chief Justices, Chief Justice, President Court of Appeal, and the Chief Judges of States. So that's also a potential issue, and I've seen from our discussion in the groups that it is something that is foreseeable. Now, it may sound academic, but I know along the line I've come across a situation where a chief judge thought buying a laptop was the same as buying a toy. So even after the laptop was bought by the judge, he kept saying, "Are you playing with that toy?" Well, not now, but years back. So having a technology event is incidentally hosted by the NCSC in Las Vegas, a top senior judge thought the operative word there was Las Vegas and couldn't see that it was a court technology event. So these are issues that may come up, but they may not be serious because of the proper explanation. It may be surmounted, but there are issues where you have complete dominance and control by agent or top hierarchy. So probably we could find a solution to how it could be a little bit diluted. Now, again, should the JTIs have what I may call, again, for want of a better word, academic freedom, and from whom?
As you've seen, our own model is completely within the judiciary for all intents and purposes now. And the curricular content, everything is dictated and controlled by the Board of Governors. So, should there be some room for the professionals engaged in the training to have some freedom? It was very interesting when I was going through my documents. I saw the Philippines model, whereby there is also an academic council, and then probably what I would call the equivalent of our Board of Governors. And actually, when it came to content and development, approval of content of training, it stopped with the academic council. Interesting. Much as the academic council also have some judges and top hierarchy, but at least there is some infusion of professionals, and I particularly admire that model. So this is it. I'm determined to make sure that I don't see the yellow light. Thank you very much. Thank you, Chief Judge Kashim Zena, for the beautiful presentation. We can only envy your facilities. And the fourth and last speaker will be Judge Adele Kent from the Court of Queen's Bench of Alberta, Canada. The paper she will be delivered is named Transparency and Judicial Education, a Case Study. Thank you. And yes, I'm very impressed with the golf course especially. So thank you. I don't have a PowerPoint. I think this is a perfect time in the 15 minutes or so remaining for me to put forward to you a case study that we are currently experiencing in Canada at our Judicial Institute. I don't have an answer. We probably won't have any time to discuss in the group today, but if you have suggestions or answers in the various opportunities we have to get together, I'd be interested in chatting to you about it. It's something that I've been thinking about and probably will be thinking about for a while as we work through what is becoming a very interesting challenge. So the question that I ask myself, the board has asked, our staff have asked, the judges have asked, is to what extent should and can judicial training be disclosed to the public? And I ask it in the context of one of the commentaries of the principles that we discussed this morning. And just to remind you, in part of the commentary to the 10th principle, or 10th article, it says the education should be trainee-oriented. It is vital that judges have a confidential forum at judicial education seminars to be able to exchange ideas freely and develop skills in a safe place. And that is the principle that guides the National Judicial Institute. So now I'm going to tell you a little story. First of all, before the story, let me just give you a little bit of context within which this story falls. So we, like Nigeria, are a common law country. Our judges come to the bench with 15-ish years of practice as a lawyer. They have no training before they come as judges. The training after being appointed is sort of quasi-mandatory for them. There's about 2,500 judges in all for a population of 32 million people. Very hierarchical. There's one hierarchy. The cases, even the most simple cases at our provincial court, can end up before our Supreme Court. So that's sort of the structure of the judiciary. I'm going to be talking about a case of a sexual assault trial, and I think it's helpful to know that there has become increased awareness in Canada over the past few years
that there is a reluctance in complainants, mostly women, who have been or alleged to have been sexually assaulted in coming forth. They experience resistance at the police level. The trial process can be long. In our training that we do with judges on social context in sexual assault trials, one of our lead trainers asked the judges, if your daughter or niece came to you and said that she had been sexually assaulted, would you encourage her to go and report it to the police? And not everybody puts up their hand because it is a difficult process because of the subject matter, of course, and because of the trial process. So, the other thing that you should know is that we have run our judicial education from the beginning in a confidential, safe space. We have employed social context training for the past 25 years-ish, and it is important, as you all know, to allow the judges to speak freely, to admit their biases, to practice their skills, to make mistakes, and that can only be done in a confidential space. So that's the context of my story. So about a year ago, we had a judge brought before our conduct committee as a result of his presiding over a sexual assault trial. He acquitted the accused, and in fact that's not relevant how the trial turned out, it's how he conducted the trial. So during the trial, I think it is fair to say that he spent a good deal of time blaming the victim for much of her conduct the night of the alleged incident. And remember, we are in an adversarial system, so that the judge, we're taught as judges that we sit back and listen to the lawyers bring the case to us. We are not inquisitors. That's not our job. This judge did not follow those rules, and in fact was cross-examining the complainant and doing so in an exceedingly disrespectful manner. I won't quote to you some of the things he said to her because it is almost too difficult to say, but I can tell you it made front page news on our national papers. As a result of his conduct, which became public through the appeal process, there were many complaints made against him to the Canadian Judicial Council. As a result of that, there was a conduct hearing. It was recommended that he be removed from the bench. And I can tell you in Canada, in the 150 years that Canada's been a country, there have been less than 5 times that a judge has been removed from the bench. It doesn't happen very often, but it was recommended in his case. And as usually happens in these cases, he resigned before it actually went to Parliament. So, why am I telling you this story? What has this got to do with judicial education? Well, as part of the conduct hearing, there were questions asked about the education he received as a judge. Because his behavior was such, you really wondered, where did this come from? Did he not have any education? In fact, he had apparently, I didn't follow the evidence that closely, gone to some of the training, but not much. So suddenly, judicial education became front-page news in Canada. No one had ever thought much about educating judges. I remember when I would tell friends what I was doing instead of my regular day job as a judge, they'd say, "Oh, do judges get educated too?" Because it's not something that was in the public mind. It then became in the public mind. As a result of that, there were questions in Parliament, proposed legislation with respect to the training of judges, and all through this, there started to become demands on me to produce the training material that we give to our judges. And our policy is not to make that
public for all of the reasons that I spoke to you about at the beginning of my presentation. We tell the public that we do courses teaching judges about how to manage sexual assault trials and criminal trials and communications in the courtroom and all those skills that you need to run these trials, but we don't give the public the PowerPoints and the papers. And of course, all of you who know about experiential learning would know that even if we gave away those materials to the public, it would not tell a story about what our education would be. So we are currently faced with this, in my estimation, dilemma. There are requests that have the support of the political branch for us to produce our material, and these are requests are coming from organizations that support victims of sexual assault. On the other hand, we have had, in one case, a request from a defense lawyer who wants to see that same material because in his estimation, the social context training we're doing about understanding the trauma of sexual assault, understanding domestic violence, all of those things that circle around sexual assault, he argued in a case we're biasing the judges, and he too wanted to see that material. So I come back with that little story asking myself, and as I say, I ask you as well, is to what extent should judicial education be disclosed to the public? Transparency is one of the catchwords of the 21st century. We are a publicly funded organization. I feel a responsibility to the public of Canada that we give good education to our judges. They want to know what we're doing with our judges because they have experienced this case, which was a very, very difficult case. So I'm asking myself, as a responsible judicial institute, how do I maintain what I think is exceedingly good training for our judges in criminal law and sexual assault trial, but also ensure that the public maintains its confidence in the education of our judges. So I am just at the end of my time, and I leave you with that question because quite frankly, I don't know the answer. Perhaps in 2 years at our next training seminar, when I've had a chance to think about it and write about it a bit, I can give you the answer. But as I say, I leave you with the question. We have our principles that say we want to conduct our training in a safe space, but can there be circumstances where the public of your countries ask questions and demand information from you because they are losing confidence in the ability of the judges to do their work? So I thank you for giving me this forum to put that question to you. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, Justice Kent. I think we have a few moments for questions or remarks from the floor. Anyone? Well, with this comes the end of our session. Thank you all for coming. Thank our lecturers for the presentation. Thank you. Good afternoon. I'm from the Court of Tax Appeals, Philippines. My name is Justice Manahan. My question is directed to Justice Zana of Nigeria. I'm interested in finding out the funding of your judicial institute, no? If I remember your lecture correctly, you charge also service fees
from those who are undergoing training in your National Judicial Training Institute. Would you be able to, like, say, percentage of the funding, how much comes from the government appropriations, and how much comes from the private sources, like the service fees that you charge? So honestly, what comes in terms, these are just the provisions of the law that allows the institute to charge fees and use the fees. In practical terms, as obtains today, we don't know what will happen tomorrow, but right now it's, I would say, negligible. It's fees charged, and it's also, like I said, mostly it now comes from the federal government. It's an indirect way of also getting the states to contribute, where states send judges, fees are charged, and that way the states end up contributing their own, well, a little bit into it. But it's, and even the gifts, as you can see, these are provisions made to give independence to the institute to be able to raise funds. And there are publications, like I told you, and that they can publish not just for the judiciary, but to increase knowledge generally. So they can publish on anything. Right now, like I said, but what comes from the federal government through the budgetary process, I'll be very honest with you, I think is good. I mean, if it weren't, we wouldn't have been able to develop all these facilities. It used to be like about $20 million, but owing to, yes, $20 million annually, that's at least from 2014 till date, but due to fluctuations, very drastic fluctuations in the exchange rates, that may have dwindled in terms of the in USD terms, but in practical purchasing power parity is not much. It's a little bit difficult to understand. The dollar may fall, but then it fetches much more, and it hardly changes what it fetches. So it's like $20 million, and having developed to that extent now, you can see that there will be a lot of money left, and the golf course is definitely going to come on course, and you're all invited. Thank you very much. Thank you so much. Can I have another question addressed to Gonzalez from Chile? Mr. Gonzalez, I recall that phrase. It's a trainee-driven. Is it you who said that the curriculum or the subject matter of the training course is dependent or based on the training needs of the trainee? So how do you extract or determine what are the training needs of the members of the judiciary in your country? I'm going to answer to you in Spanish, so I invite you again to take your headphones. Efectivamente, una alternativa posible para identificar necesidades es utilizar el propio espacio de la capacitación. Por ejemplo, si uno tiene muy claro cuáles son los objetivos de un programa y los identifica previamente a la entrega de ese programa, uno como director de la escuela judicial o como coordinador de ese curso puede tener muy claro hasta dónde ese curso va a hacerse cargo de esos objetivos o no. Entonces, una alternativa que nosotros hemos implementado en algunos cursos de capacitación que entregamos es que en el último módulo del curso, en el último día, uno puede hacer algún ejercicio mediante cliqueras o mediante un taller grupal para identificar hasta dónde los contenidos que se han trabajado han sido incorporados por los participantes
e incluso abrir algún debate, mediante un caso práctico, por ejemplo, sobre otras áreas que pueden surgir a partir de esa capacitación y poder hacer un test de si es necesario o no continuar trabajando en esa área, que es un área que se ha definido previamente la escuela judicial o el responsable del curso, y en consecuencia identificar si es necesario, por ejemplo, trabajar eso en un curso de capacitación distinto. Te doy un ejemplo. Hacemos un curso nosotros todos los meses de octubre para jueces penales. En Santiago de Chile reunimos a 50 jueces que generalmente son de entre 8 y 10 países de América Latina. Ese curso principalmente es sobre técnicas de conducción de audiencias en materia penal. En el último módulo, nosotros, habiendo entregado herramientas sobre cómo se conducen todas las audiencias, desde la audiencia inicial hasta el juicio, mostramos un pequeño caso práctico y los invitamos a los participantes a que se tomen media hora o una hora para poner en práctica todas las destrezas que han ido incorporando durante la semana y simular cómo resolverían ese caso de forma integral, es decir, ya no con prácticas por cada tema, sino considerando toda la semana de trabajo. En algunos cursos nosotros lo que hacemos es agregar algún tópico. Por ejemplo, nos ha interesado saber cómo los jueces dominan a un testigo que es más problemático o casos de violencia doméstica, que no son temas propios de esa capacitación, son temas colaterales, pero que no sabemos cómo los jueces lo están trabajando en su trabajo cotidiano. Entonces lo añadimos y testeamos al final de este curso si es necesario o no profundizar en otro curso distinto. Entonces, como ves, utilizamos el propio curso para identificar si hay o no una necesidad adicional. ¿Me expliqué con la idea? Thank you so much. Okay. Thank you. We'll have a break until 3:30, and the refreshments are outside the plenary hall. Thank you.